Bon, bonjour à tous, même si je ne vois personne. Dans ces 15 minutes, je vais vous parler d'un petit chemin personnel qui m'a amené à créer ce modèle qu'on appelle la perma entreprise. Et puis, bien sûr, après, je vais focaliser sur le sujet du soir, enfin du jour, autour de la nature. Alors, moi, j'ai créé une entreprise donc, qui s'appelle Nursis au siècle dernier, à la fin du siècle dernier. C'est une entreprise dite de services numériques qui développe des logiciels sur mesure, aussi bien pour l'administration française que pour ce qu'on appelle les grands comptes, hein, des grandes entreprises, qui aujourd'hui est installée sur plusieurs sites en France et au Maroc, et ça fait 550 collaborateurs. Voilà. Euh, le, mon chemin personnel m'a amené à pas mal m'engager, notamment au début des années 2000, sur l'arrivée de la RSE en Europe, hein, euh, d'essayer de décliner ça dans mon entreprise le mieux possible. Euh, ces 20 années qui sont passées finalement m'ont amené à me remettre en question en 2019. Parce qu'en étant aussi impliqué, en étant dans tous les réseaux, je me dis, mince, si cette fameuse responsabilité sociétale des entreprises avait été satisfaisante, suffisante, jamais le monde se serait dégradé comme c'était dégradé sur le plan social, sociétal, environnemental. Donc, il faut se remettre en question et je continue de penser que l'entreprise est la mieux placée pour agir vite. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où je suis parti d'un postulat en disant il faut arrêter de parler de RSE. Si je suis très transparent avec vous, j'ai beaucoup d'entreprises qui me disent, moi, mais ça coûte cher, ça me barbe, etc. Donc, il faut parler autrement. Et mon idée, ça a été de dire, mais il faut qu'on arrive à proposer un nouveau modèle de développement de son entreprise. C'est-à-dire faire en sorte que, oui, vous allez vous préoccuper de ce qui se passe autour de l'entreprise à l'extérieur, mais en même temps, vous allez renforcer votre performance. Voilà, c'est ça mon postulat de départ. Et pour bâtir un nouveau modèle de développement, me suis inspiré de la permaculture. La permaculture est le modèle le plus vertueux de production agricole et je me suis dit il y aurait peut-être des bases et j'ai passé 9 mois avec d'autres dirigeants, philosophes et autres à décortiquer ça parce que vous savez, quand on a une idée personnelle, on pense que c'est la meilleure, évidemment. Donc, attention. En ayant décortiqué tout ce qui est la permaculture, qui est d'une énorme richesse, tout le monde m'a dit, il faut que tu y ailles, il faut que tu essayes de formaliser quelque chose, de construire quelque chose, c'est du solide. Alors, je vais juste vous donner quelques repères sur la perma entreprise. Et donc, c'est là où je vais partager un petit visuel parce que ça facilitera pour vous. Voilà, je pense que vous voyez là un dessin. Oui. Voilà. Alors, la perma entreprise, en fait, est articulée autour de trois principes éthiques. Ce mot principe éthique vient de la permaculture et les trois principes viennent aussi de la permaculture. C'est-à-dire prendre soin des êtres humains, préserver la planète. En permaculture, ils disaient préserver le sol, mais nous, c'est bien sûr que notre vision doit être plus large, préserver la planète et se fixer des limites et partager les surplus, partager les richesses, équitablement les richesses, comme ça a été évoqué au préalable. Ces trois piliers éthiques vont conditionner la construction de votre projet d'entreprise à court et moyen terme. Ils vont être omniprésents par rapport à tout ce que vous allez envisager. Et ça donne, un, une énorme cohérence au projet d'entreprise et deux, évidemment, un projet qui va non seulement se développer efficacement, mais en se préoccupant de ce qui se passe autour de l'entreprise sur le plan sociétal, sur le plan social, sur le plan planétaire. Voilà, ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier du modèle, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des principes de design, et ces principes de design vont vous aider à définir vos enjeux de court et moyen terme. Euh, si je dois prendre quelques exemples de mon entreprise Norcis, eh bien oui, c'est par exemple dans tout ce qui est innovation, faire en sorte que cette innovation soit alignée sur les trois principes éthiques. C'est-à-dire, si on invente un logiciel, en quoi il va permettre de mieux prendre soin des êtres humains, en quoi il va permettre de mieux préserver la planète, peut-être faut-il se fixer des limites. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un enjeu de moyen terme pour notre entreprise. On en a un autre qui résulte de la perma-entreprise qui dit, voilà, il faut essayer de faire en sorte que les collabs soient en énergie positive de manière permanente en s'appuyant sur des leviers de qualité de vie.
Donc, ça, ben, voilà, ça a initié des tas de projets dans l'entreprise et je vous donnerai des exemples qui ont engendré de la performance. Voilà pour aller vite. Le troisième pilier, c'est que dans la permaculture, on parle de régénération des ressources et on parle d'agencement d'écosystèmes. Bon, la régénération, maintenant, beaucoup en parlent, donc je pense qu'on comprend tout l'intérêt. L'agencement d'écosystèmes, c'est aussi très intéressant, c'est-à-dire comment je peux faire en sorte, j'ai entendu parler de parties prenantes, d'agencer mes parties prenantes pour qu'on ait un intérêt commun. Et si on a un intérêt commun, on sera plus ambitieux, on ira plus vite. Donc, le modèle perma-entreprise intègre tout ça. Et enfin, il intègre des objectifs d'impact qui sont déterminants. C'est-à-dire que on peut construire un très beau projet perma, mais il faut intégrer ces objectifs d'impact qui sont, certains touchent le fait de mieux prendre soin des êtres humains, d'autres préserver la planète et d'autres fixer des limites et redistribuer les surplus. Ce sont des principes d'impact qui sont exigeants et qui font que, effectivement, si on était des milliers d'entreprises à mettre ça en place, même plus que des milliers, eh bien, on changerait un peu l'évolution du monde, c'est certain. Voilà ce qu'est le modèle. Alors, ce que j'ai fait, c'est que, au-delà de mon entreprise Nord6, c'est que ce qu'on a fait, on s'est dit, il faut qu'on en fasse un bien commun, que tout le monde puisse s'en inspirer, puisse l'appliquer. Donc, c'est ça qui a fait qu'il y a eu un livre, mais sur le concept, mais aussi toute la méthodologie pour le mettre en place, mais extrêmement détaillée pour qu'une entreprise de 10 personnes puisse le mettre en place de manière autonome si elles s'en sentent capables, un peu accompagnées s'il le faut, mais que ça puisse aussi toucher des entreprises de milliers de salariés. Voilà. Donc, ça a amené quoi? Ça a amené, en fait, Nord6 a développé un certain nombre de choses et je vais juste m'arrêter sur les aspects du sujet d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, oui, en début des années 2000, eh bien, on avait baissé nos émissions de carbone de 30%, voire même un peu plus, avant Covid. Hein. Oui, on finance des projets qui s'appellent bas carbone hors de l'entreprise, par exemple auprès d'entreprises agricoles, pour les aider elles-mêmes à baisser leurs émissions. Et nous, ça nous permet de compenser les émissions qu'on continue d'émettre parce qu'on n'arrive pas à les baisser. Donc, on est en neutralité carbone. Je peux vous expliquer qu'avec notre fondation d'entreprise qu'on a créée en 2003, en tant qu'OPME, c'était un peu étonnant d'ailleurs pour beaucoup de monde. Mais oui, on peut créer une fondation d'entreprise, même si on est une PME. Et donc, cette entreprise au Maroc aide des exploitants agricoles à être en agroécologie et donc à en vivre. Ce sont des personnes qui sont démunies, qui ont à peine de quoi vivre. Et donc là, le but, c'est qu'ils puissent avoir une production digne de ce nom, en vivre, et donc en agroécologie. Donc, ça veut dire qu'on réduit les émissions de carbone qu'ils pouvaient avoir ou l'usage d'engrais chimiques, etc. Voilà, il y a de tas de choses à faire et à notre niveau, on essaie de faire au mieux là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, au-delà de tout cela, et tout cela porté par ce modèle PERMA, enfin, je me suis dit, là, je dois le dire, parce que je suis l'actionnaire de l'entreprise, même si maintenant elle est devenue familiale. Je me suis dit comment faire perdurer tout cela et comment notamment faire perdurer cette volonté de prendre soin de la nature. Et dans une entreprise, s'il y a une personne souveraine, eh bien, c'est l'actionnaire. C'est la seule qui est souveraine, et là, je n'invente rien. Donc, l'idée, c'est de dire, et si la nature devenait actionnaire pour justement être souverain, et donc pouvoir avoir un vrai rôle de décision au regard du développement de l'entreprise. Alors, certains peuvent me dire, oui, mais attends, faire ça, est-ce que c'est pas se mettre des bâtons dans les roues? Est-ce que c'est pas réduire son business? Est-ce que c'est pas être performant? Je n'ai pas le temps de vous expliquer tout cela, mais sachez que le modèle perm entreprise engendre plutôt de la performance. Je vous donne juste un exemple. Quand en 2015, on s'est dit, ah tiens, il faut qu'on réduise nos émissions, on n'y arrive plus. Ça doit passer par le télétravail. Et puis, il faut apporter de nouveaux dispositifs de flexibilité du travail, de l'équilibre vie pro, vie perso. On a mis en place le télétravail. Je ne savais pas que le Covid arriverait, mais je peux vous dire qu'en 2020, Nord6 a été très performant par rapport à un tas d'autres boîtes qui n'avaient absolument jamais voulu entendre parler du télétravail. Voilà, la PERMA pousse à de la performance. Je pourrais vous parler de l'attractivité pour le recrutement dans un contexte de très fort pénurie qu'a pu connaître le numérique et l'informatique. Eh bien, ça s'appelle des coûts cachés, c'est-à-dire que fidéliser davantage, recruter plus facilement, ça vaut beaucoup d'argent.
Donc, voilà, c'est ce modèle performant. On s'est dit, mais maintenant, il faut le faire perdurer. Et donc, la personne qui m'a précédé a parlé de fondation actionnaire. C'est ce que j'ai fait en 2021. J'ai donné 10% des actions pour commencer, pour créer une fondation actionnaire. Et en disant, voilà, demain, je ne suis plus dans l'entreprise, c'est la nouvelle génération qui continue. Malgré tout, comment garantir finalement cette vision de perma-entreprise dans le temps et comment garantir des engagements forts. Et donc, la fondation actionnaire, étant le président de la fondation actionnaire, je peux comme ça, j'ai pu établir une charte d'engagement avec le groupe Norcis et assurer cette pérennité. C'est l'exemple qui a été donné précédemment. Donc, pour que la nature soit actionnaire, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que, au nom de la fondation actionnaire, pour tous les sujets qui touchent la nature, ce n'est plus moi. On a délégué cela à quelqu'un avec une totale autonomie, c'est officiel, c'est un PV, il s'appelle Franz Go, qui a été cité tout à l'heure. Et, et donc, après, on se dit, mais quel est son pouvoir finalement? Est-ce que c'est un droit de vote? Mais un droit de vote, quand on représente 10%, je suis désolé, voilà, si la nature n'est pas d'accord, mais que de toute façon, il représente 10%, ça ne changera rien. Est-ce qu'il faut aller au droit de veto? Et droit de veto, effectivement, là, c'est très engageant. Ça peut sembler faire peur, mais on est allé jusqu'au droit de veto. Et moi, que je trouve important, c'est que justement, notre nature actionnaire, qui peut aller jusqu'à ce droit de veto, va pouvoir dire, tiens, vous voulez allez, faire une croissance externe. Au regard de son impact carbone, je souhaite qu'on fasse une étude plus précise, non pas seulement financière, mais cette fois au regard de l'impact planétaire. Voilà, ça, c'est un droit qu'il a. Évidemment, un droit de veto, c'est peut-être de dire, tiens, là, vous voulez prendre une initiative, voilà, intelligence artificielle, etc. Je trouve que dans ce contexte-là, c'est trop impactant. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire, ça veut dire remettez le projet sur la table pour le réétudier autrement, pour faire en sorte qu'il soit moins impactant. Et ça, pour moi, c'est le plus intéressant parce que ça pousse un peu dans le retranchement et ça nous pousse à aligner de plus en plus ce que l'on fait au regard de ces trois principes éthiques. En complément, et je finis là-dessus, c'est que, et Franz le dirait, hein, il dirait, mais on se sent seul finalement, représentant de la nature, actionnaire, ok. Et donc, ce qu'on a fait, c'est on a proposé à d'autres personnes expertes dans ces sujets-là, d'être membre de nature dans d'autres autres organes. Donc, on a l'organe qui pilote le modèle PERMA, il y a une Madame Nature. On a un conseil d'éthique, il y a une Madame Nature. On a un comité de mission, parce qu'en France, il y a l'entreprise à mission, il y a une Madame Nature. Et donc, ça permet de faire un collectif qu'on a appelé le Haut Conseil de la Nature pour faire en sorte que justement notre actionnaire soit fort, notre actionnaire soit en lien avec tout ce qui se passe dans l'entreprise et puisse argumenter au mieux ses positions. Et enfin, puisque dans une entreprise, il y a les salariés, ça me semble important qu'ils aient un rôle à jouer. Et donc, en matière de dialogue social, en France, ça s'appelle le Conseil social économique, on l'a fait évoluer en Conseil social économique et nature, avec des prérogatives au regard de la nature telles qu'il l'a sur le plan social par la loi. Et donc, faire en sorte que là aussi, il puisse avoir un rôle à jouer sur l'évolution de Norcis, sur la mise en œuvre d'initiatives, de projets pour mieux protéger la nature. Voilà ce qu'on a fait. J'avais promis de... Oui, tiens, je vois Anoucha sourire. J'arrête. Merci beaucoup, Sylvain. Alors, étant donné qu'il est à quelques kilomètres éloigné de nous, je vais donner le privilège à Sylvain s'il y a quelques personnes qui voudraient lui adresser des questions avant qu'on se lance dans les discussions avec les autres intervenants qui sont plus de proximité. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, quelqu'une qui aurait... Oui. Merci beaucoup pour la présentation. J'avais un peu une question sur, vous disiez, ça fait peur, où on peut se poser la question quels sont les impacts. Vous avez finalement décidé de donner 10% à une fondation. Pourquoi 10%? Pourquoi pas plus? Et l'autre élément, c'est en fait qui va représenter? Parce que c'est la nature, mais au final, on personnifie la nature par quelqu'un.
Et si on a la bonne personne, ça joue. Si c'est un trust ou des trustees et que finalement ils ont un autre intérêt, ça peut aller dans la mauvaise direction. Donc, comment est-ce que vous avez pu régler le pourcentage, mais aussi peut-être de vous assurer que c'est les bonnes personnes? OK. Alors, le pourcentage, il faut savoir que la notion de fondation actionnaire en France n'existe que depuis la loi Pacte de 2018. Elle n'a pas un siècle. Il faut savoir aussi que la fondation actionnaire en France oblige à avoir un intérêt général, mais interdit que cette fondation soit en lien avec le développement et le business de l'entreprise. C'est très, très particulier à la France, hein, contrairement aux fondations actionnaires de votre pays ou d'Allemagne et autres. Donc, quand c'est né, pourquoi j'ai mis 10%? Parce que je suis quelqu'un qui adore expérimenter, mais avec prudence. Et je ne savais pas si tout cela, ça allait fonctionner, si ça allait apporter à l'entreprise, si ça allait l'aider à mieux grandir d'ailleurs. Voilà, donc j'ai dit, je commence par donner 10% et puis on verra par la suite si on renforce ça. Ce que j'ai fait, c'est que je parlais d'une charte d'engagement, c'est-à-dire qu'avec la charte d'engagement qui est juridiquement valide, hein, l'entreprise Nord6 doit respecter un certain nombre de choses, sinon sanction, jusqu'à licenciement de la direction. Donc il y a un vrai levier, même seulement avec ces 10%, pour pouvoir intervenir dans l'entreprise. Voilà. Après, la personne qui représente la nature, euh, effectivement, fallait chercher quelqu'un qui soit particulièrement pertinent sur le sujet. Et donc, je l'ai cité tout à l'heure, c'est Franz Go. C'est lui qui a fait des travaux de recherche sur finalement la prise en compte de la nature dans le monde au regard du droit. C'est lui qui s'est dit, il faut que j'essaye de pousser l'évolution des gouvernances en entreprise au regard de la nature. Donc, je me suis dit, on ne peut pas être mieux placé que lui pour être le représentant. Et comme il n'a pas eu à acheter d'actions, comme je lui en ai pas donné, ce qui aurait finalement créé un lien de dépendance, voilà, il a été nommé par le conseil d'administration de notre fondation actionnaire comme membre du conseil d'administration et après comme ayant la délégation totale pour tout ce qui touche la nature. Et les autres personnes que j'ai pu nommer je vous parlais de conseil d'éthique, du comité de mission, etc., on a fait exactement la même chose. Ce sont des personnes complètement indépendantes. Merci Sylvain. Il y a d'autres questions? D'autres questions? Bonsoir, merci pour ce partage d'expérience absolument fascinant. La question que je me posais et que j'ai pour vous, c'est comment avez-vous défini la nature? Il s'agit évidemment d'un sujet extrêmement multidimensionnel avec des transferts d'impact potentiels, etc. Et comment vous faites pour que toutes les voies de la nature puissent être présentées et portées? Alors, c'est la question qui tue. Pourquoi? Parce que certains disent que la nature n'existe pas. C'est pour ça que je souris. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. En fait, euh, voilà, j'évoquais ce qu'on avait pu faire au nom de Nord6 et du modèle PERMA avant de mettre en place ce nouveau dispositif. Bon, voilà, on était déjà bien engagés. Là, ce que va nous apporter cette démarche et donc comment caractériser la nature, on la caractérise, on a décidé de la caractériser autour des 9 limites planétaires. Les 9 limites planétaires, voilà, c'est un référentiel international qui a été longuement travaillé par les scientifiques et qui vous disent que finalement, au regard de la nature, il y a 9 limites. Le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, le changement d'usage des sols, l'acidification des océans, les cycles d'eau, etc., etc. Et donc, voilà, on a décidé de la caractériser comme ça, ce qui va nous faire travailler sur des sujets qu'on n'avait pas appréhendés jusqu'à maintenant, parce que voilà, certains me disent oui, mais tu es dans le numérique et dans le numérique, attends, tu es en dehors de tout ça. C'est absolument faux. Le numérique est de plus en plus perturbant au regard de la planète et de ses 9 limites. Donc voilà ce qu'on est en train de faire. Merci. Peut-être une risque de frustrer un peu, mais une dernière question pour Sylvain. Ah, il y a un conflit d'intérêt. Bon, une avant-dernière question et Delphine pourra avoir la dernière question. Oui, merci beaucoup. J'avais une question très très concrète dans la mise en place. Quels ont été les freins internes
voilà, qui ont peut-être posé des difficultés. J'imagine que ça n'a pas été un chemin de rose à mettre en place. Voilà, quelles ont été les difficultés rencontrées au sein de votre organisation pour mettre en place cette vision? Alors, faut relativiser ma réponse parce que, en fait, voilà, j'ai pas raconté toute l'histoire de Norcis, mais elle est faite d'un engagement continu, d'expérimentation continue. Notre premier bilan carbone, c'est 2007. Voilà, pour vous dire on a toujours essayé d'anticiper ou de prendre les sujets dès qu'on pouvait en entendre parler. Et donc, il y a une véritable acceptation de la culture de la remise en question et du changement. Ça limite énormément les freins. Et donc, vous voyez, quand j'ai inventé le modèle PERMA et j'ai dit, allez, on prend une feuille blanche et on rebâtit Norcis autour du modèle PERMA, il n'y a pas eu de frein. Ça peut sembler incroyable, mais il n'y a pas eu de frein. Et donc là, en fait, comment dirais-je, si peut y avoir un frein, c'était d'ailleurs, parce qu'il est levé, c'était de dire, mais en quoi ça va faire évoluer nos offres de services et de produits pour qu'on soit encore plus compétitif? Voilà. Hein, c'est toujours cette angoisse dans l'entreprise, et ça s'entend, hein, c'est logique de dire, mais est-ce que ça ne va pas freiner notre business? Et donc, moi, voilà, je n'ai identifié que ce frein qu'on a levé parce que justement, on a déjà pu mettre en place voilà, une meilleure éco-conception, etc., qui fait que nos offres s'en sont améliorées en attractivité. Merci. Et donc, Delphine, la dernière question. Merci. La dernière question va peut-être venir boucler une boucle avec la première question qui était la question de la nomination du représentant de la nature. Je voulais vous poser la question du renouvellement ou du remplacement ou de la succession de ce remplaçant, puisque le fonds de dotation a une durée de vie très longue. Est-ce que vous avez prévu des dispositions spécifiques pour la succession du représentant de la nature, ou est-ce que, à son titre de membre du conseil d'administration du fonds de dotation, il sera simplement coopté par les autres membres du du conseil d'administration? Oui, alors effectivement, quand j'ai présenté France Go, il a été coopté et donc avec cette délégation très forte. Et on est parti sur un mandat de 2 ans, hein, en se disant que c'est tellement expérimental tout ça, parce qu'encore une fois, il n'y a pas que lui, hein, ça touche tout le monde, que même les autres membres, nature dans nos autres dispositifs de gouvernance, c'est un mandat de 2 ans. Et donc, dans 2 ans, bah, évidemment, comme tout mandat, il y aura renouvellement. Est-ce que France aura envie de continuer suite à cette expérimentation-là? Est-ce que, bon, voilà, il y aura ça pourra s'arrêter comme ça pourra continuer. Mais on n'a pas voulu prendre des mandats plus longs parce que c'est quand même très, très expérimental. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je vous Alors, merci beaucoup à Sylvain. Je tiens à dire, ayant parcouru le livre et ayant fait la formation à Paris, que ben voilà, si vous voulez vraiment en connaître plus en détail, il a rédigé un livre qui est tellement facile, confortable et aisé à parcourir pour comprendre, hein, déjà l'intention de Norcis et la manière de mettre ça en place. Et je peux que vous encourager dans cette lecture. En tout cas, merci pour la présentation. Ben, voilà, vous nous dites si vous voulez rester encore un moment avec nous, avec un des groupes. J'ai dit que je pouvais bouger l'ordinateur au final dans un groupe. Je vais juste remettre. Et donc, ben, voilà, avec ces interventions, on a pu faire un petit tour de piste par rapport à intégrer cette nature dans l'entreprise avec ce qui se fait avec notre partenaire en Belgique et de voir que c'est concret. Hein, on n'est pas au tout début, on fait que poursuivre. On est au début en Suisse, mais au niveau de la loi, des choses se font comme Gaspard a pu nous le dire. Et puis, à la